Bonjour, première vidéo de la nouvelle série La demi-heure européenne que j'ai le plaisir de faire avec mon ami José Manuel Lamarque, grand reporter pour les plus grandes stations de radio de France, d'autres médias, plusieurs années à l'étranger, un polyglotte, grand expert des questions européennes et de la défense. On pourrait même mener cet entretien dans 3 ou 4 langues différentes, mais on va le faire en français. On va le faire en français. On va le faire en françe. Kai Littmann, la tradition, c'est que je vous présente, donc rédacteur en chef du média européen eurojournaliste.eu, il ne faut pas l'oublier, et de l'édition Eurojournaliste sur Mediapart. C'est très important. Alors, chroniqueur quotidien sur Radio France, France Bleu Alsace, intervenant sur France 3 dans Dimanche en politique, ça il faut le suivre aussi, et également expert en ce qui concerne l'Europe, alors on peut dire expert en affaires européennes. Et je crois qu'on a raison de nous retrouver tous les deux autour de cette table. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Le premier sujet qu'on a aujourd'hui était un incident qui avait lieu déjà le 6 avril dernier à Ankara, le Sofagate, mais qui continue à exciter l'opinion publique. Le week-end, il y avait 12 eurodéputés françaises, toutes sensibilités confondues, qui ont adressé une note de solidarité à Ursula von der Leyen. Première question, c'est un incident protocolaire. Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement passer à autre chose en se disant Charles Michel est en goujat, on a compris, maintenant on parle d'autre chose. Pourquoi ça continue à nous exciter comme ça? Je pense qu'il y a plusieurs chemins. D'abord, les 12 eurodéputés françaises, ça serait bien aussi qu'elles s'occupent un peu de Strasbourg. Hein. Voilà, pour que le Parlement... On y viendra. Voilà, on y viendra. José Manuel, on y viendra. Mais je pense qu'il y a deux choses. D'abord, il y a le côté protocolaire. Bon, il y a le protocole. Alors, le protocole, il a été fait, bien sûr, il a été décidé, ce protocole, entre le gouvernement turc, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères, et Ankara, il y a une représentation de l'Union européenne, il y a un ambassadeur. Donc ça, protocolairement, oui, c'était les deux, on va dire, entre guillemets, le président turc et puis le président du Conseil européen qui représente les chefs d'État et de gouvernement européens. Ça, on est d'accord. Donc, au protocole, le protocole avait été bien établi, c'est très clair. Maintenant, le protocole, l'ambassadeur de l'Union européenne a expliqué ou fait une note à qui? Seulement à Charles Michel ou aux deux? C'est la question à se poser. Est-ce que Mme von der Leyen a été prévenue ou pas? J'ai l'impression qu'elle n'a pas été vraiment prévenue. Elle était prise à court. On elle a était vu prise dans de la court. scène, elle Après, savait pas où se mettre. Il y a un scénario qui est très clair. Quand on est face à Erdogan, évidemment, on sait que l'on est face, aujourd'hui on l'appelle le sultan, mais c'est vrai, c'est un sultan. Il faut être fort. Il faut être fort face à Erdogan. Alors d'abord que M. Charles Michel, oui, il montre un petit peu d'éducation, il s'est assis tout de suite, il n'a pas entendu que Mme von der Leyen s'assied, il ne savait pas où elle allait s'asseoir. Peut-être lui proposer son siège, ou peut-être décider d'aller à côté d'elle sur le canapé. Ça, c'est un incident. Mais quelquefois, il faut faire des incidents devant des chefs d'État qui pensent qu'ils ont en réalité tous les pouvoirs. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière entre le ministre des Affaires étrangères turc et le ministre des Affaires étrangères grec à Ankara. Le ministre des Affaires étrangères grec a fait un incident. Il n'a pas hésité à contredire et à valoriser la politique grecque. Ça s'est fait. Alors, autre scénario, M. Charles Michel reste là où il est, et dans ces cas-là, Mme von der Leyen, au lieu de faire le mieux, c'est peut-être de tourner les talons, prendre son automobile, prendre son avion, retourner à Bruxelles, et on a un vrai incident diplomatique. Ou alors, c'est aussi un double incident diplomatique que M. Charles Michel dise à Mme von der Leyen, dans ces conditions, on s'en va. Ça ne s'est pas passé. Mais on sait que face à M. Erdogan, il faut réagir. Ça, c'est une évidence. Mais justement, comment ça se fait, surtout dans la situation actuelle, que les deux personnages les plus importants des institutions européennes se rendent à Ankara et se prosternent devant un président dictateur qui, franchement, qui se moque quand même d'eux dans cette situation-là? Moi, je pense qu'ils auraient peut-être dû partir tous les deux dans cette situation-là. Oui, quel est notre intérêt actuellement de faire des ronds de jambes face à Erdogan? D'abord, les ronds de jambes face à Erdogan, je pense que Mme Merkel avait payé 6 milliards d'euros, c'est ça, pour que M. Erdogan n'envoie pas les migrants en Europe. Non, mais il faut, à mon avis, l'Europe est faible depuis des décennies.
C'est une faiblesse européenne, c'est pas seulement avec M. Erdogan. On est face à une faiblesse européenne qui suit, tous les observateurs le disent, qui suit pas à pas les États-Unis d'Amérique. On ne s'est pas détaché des États-Unis d'Amérique. En Europe, on a un problème au niveau des institutions européennes et de la politique européenne. On nous parle beaucoup, par exemple, vous allez voir, de défense européenne. C'est une arlésienne, elle n'existera jamais, la défense européenne. Il y a une armée, avant il y avait deux armées qui pouvaient combattre, les Britanniques et les Français, maintenant il n'y en a plus qu'une seule. Les autres, ce sont bien sûr des forces armées, mais on va dire d'appoint, c'est tout. On nous parle beaucoup donc de défense européenne, avec état-major européen, etc., etc. Et il y a toujours l'OTAN. Non, la question européenne aujourd'hui, notre faiblesse, elle est où? C'est que l'Europe n'a jamais su vraiment se décider. C'est-à-dire, est-ce qu'elle reste dans l'OTAN, donc sous la protection du parapluie américain, ou est-ce qu'on crée vraiment une défense européenne? En 1952, la CED, c'était non, pas question, à cause de l'armée allemande. On en est loin maintenant. Mais depuis 1952, on n'a pas avancé. Et au niveau de la représentation européenne à l'étranger, on n'avance pas beaucoup. Ce qui veut dire que ce n'est pas une union politique, c'est une union économique. Mais ça, tout le monde le dit, tout le monde le sait. On n'est que sur le marché et sur l'économie. Vous venez d'évoquer l'OTAN. Je me pose aussi la question, que fait la Turquie dans l'OTAN? Parce que c'est la deuxième armée de l'OTAN. Après l'armée américaine, c'est l'armée turque. Une armée qui achète ses systèmes d'armement en partie en Russie, oui. Qui n'est pas nécessairement un ami de l'OTAN. Je regarde les tensions actuellement sur la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Peut-être cette semaine, on aura même l'annonce soit de la reconnaissance de l'indépendance du Donbass, que Poutine risque de déclarer cette semaine devant le Conseil de la Fédération, soit on assiste carrément à la deuxième annexion d'un territoire ukrainien. Dans ce contexte-là, faire du commerce avec la Russie, un membre de l'OTAN, pour moi, il se disqualifie pour rester membre de l'OTAN. Plus, la Turquie a une relation pas très claire par rapport à l'État islamique. Il y a beaucoup d'informations qui circulent comme quoi des membres de la famille Erdogan font du commerce ou avaient au moins fait du commerce tant que l'État islamique était à Raqqa. On parle de camions remplis de canettes de Red Bull qui auraient transité entre la Turquie et l'État islamique. J'ai dit à un moment donné, il faut quand même peut-être tirer en trait et dire on est désolé, la position géostratégique elle est importante, mais le pays n'est pas fiable en tant que partenaire de l'OTAN. Erdogan bénéficie d'une position géostratégique et il en joue. C'est proche du Caucase, on est proche de l'Irak, on n'est pas loin de l'Afghanistan, on va dire la Méditerranée toujours le Mare Nostrum, hein, ce continent liquide, comme disait Brodel, il joue là-dessus et donc il en profite. Le problème, c'est que l'Europe ne profite de rien. Il y a très longtemps, je l'avais dit, et on m'a dit, mais non, c'est pas vrai, etc. Qu'est-ce que fait M. Erdogan? M. Erdogan, il faut le dire, il fait peur. M. Poutine fait peur. Quelque part, les États-Unis d'Amérique font peur parce qu'ils ont une armée très puissante. La Chine, c'est pareil. Mais est-ce que l'Europe fait peur? Très sincèrement. Depuis cet incident du 6 avril... L'Europe n'a jamais fait peur. Et le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est une caisse d'enregistrement. Il se passe des choses, mais la vie continue. Alors, c'est peut-être la question, si vous avez parlé des eurodéputés tout à l'heure, c'est peut-être la question à se poser sur quelle est la volonté politique européenne, quels sont les rôles des institutions européennes. Parce que vous avez la Commission européenne, alors vous avez le Conseil européen, la Commission européenne, le Parlement européen. Après, tout un tas d'institutions autour. Il ne faut pas oublier que la première institution, c'est le Conseil de l'Europe, 1949. Bon, la rencontre de La Haye, bon, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice. Ne faut-il pas aujourd'hui se poser la question s'il ne faut pas moderniser, réactualiser ces institutions? Parce qu'on voit qu'il y a une dichotomie, il y a un déséquilibre entre la réalité de 500 millions d'habitants en Europe et la réalité de ces institutions. Beaucoup le disent, hein, parmi ces institutions, il y a soit des diplomates, Conseil de l'Europe, soit des juristes, les cours, et après, ce sont essentiellement des fonctionnaires européens. 33 000 à la Commission, et justement, parlons-en, on va peut-être passer à un deuxième sujet.
Et c'est vrai, on parle beaucoup des dysfonctionnements de l'Europe institutionnelle. Il faut peut-être vraiment le souligner, qu'on peut aujourd'hui être parfaitement et résolument pro-européen sans être d'accord avec cette organisation qui, dans tous les dossiers importants, est en défaillance totale. Deuxième sujet pour nous aujourd'hui, la crise pandémique. Le rôle de l'Union européenne dans cette crise pandémique. On se cache avec les 33 000 fonctionnaires à la Commission devant une vieille règle qui veut que la santé est du ressort des États membres, mais face à une situation inédite, la plus grande crise sanitaire depuis la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que c'est suffisant de dire « Ah ben, ça ne regarde pas, nous on s'occupe uniquement de l'approvisionnement en vaccins », chose qu'on a très mal gérée, et tout le reste, vous débrouillez. Est-ce que c'est suffisant comme réponse dans une telle situation ? Si mes souvenirs sont bons, on risque de me tromper, il y a une trentaine d'années, je pense que j'avais écrit un papier sur le réseau épidémiologique européen, qui est devenu ce projet de réseau, qui en cas d'épidémie, c'était tout un système qui se mettait en place, et qu'est-ce que c'est devenu? Est-ce que c'est dans les limbes, etc. Je pense qu'il faut, à mon avis, le problème de l'Europe, c'est que c'est son positionnement. C'est très bien, vous êtes européen, et moi aussi je suis européen, on est vraiment pour l'Europe, et pour qu'on ait vraiment une Europe, mais c'est son positionnement, la subsidiarité. Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas laisser l'État, il ne faut pas laisser, et c'est le cas de la France, parce que qui dit Europe dit France, est-ce qu'à un moment en France, il ne faut pas laisser la région gérer l'épidémie? Parce qu'on prend la côte aquitaine, et vous prenez ici le Grand Est, c'est pas du tout la même épidémie, c'est le même virus, mais c'est tout à fait différent. Pendant le premier confinement, l'Aquitaine était très peu touchée. Alors est-ce qu'à un moment, justement, cette subsidiarité européenne qui devrait être effective pour les États, parce que de temps en temps, il faut balayer devant sa porte, hein, on est d'accord, il faut peut-être aussi que cette subsidiarité, elle existe. Je prends le cas de l'Allemagne. Regardez ce qui s'est passé là dans le deuxième confinement. Pendant un certain nombre de semaines, il y avait une différence entre le Bade-Württemberg et le Palatinat. Oui. C'était pas pareil. L'Europe, c'est ça. Il y a un moment, il faut laisser faire les États. Je suis pour une fois pas du tout d'accord. Pour moi, une pandémie, c'est déjà le terme qui le veut. Une pandémie traverse les frontières. En grec, ça veut dire que c'est partout. Et ce qu'on essaie depuis un an, avec un succès zéro, c'est de combattre une pandémie mondiale à titre régional, parfois au niveau même local. On a en Allemagne des villes qui se sont déclarées zones modèles comme Tübingen ou le Bundesland de la Sarre. Au moment où ils sont déclarés régions modèles ou villes modèles, en ouvrant tous les commerces, les lieux culturels, etc., ils étaient à des taux d'incidence très faibles. Aujourd'hui, 2 semaines plus tard, les chiffres ont à nouveau explosé, ce qui n'amène pas forcément les responsables à revoir leur position. Et tout ça, c'est la même erreur. On ne peut pas combattre une pandémie mondiale au niveau régional. C'est exclu. Et la différence entre l'Aquitaine et d'autres régions, c'est une prise de vue instantanée qui change demain. On est dans un monde où les gens bougent. On est dans une mobilité. Oui, mais il y a une dizaine d'années, on a bien eu le H1N1. Difficile à comparer. Bon, difficile à comparer. On a eu le H1N1. Il y avait eu des stocks, il y avait eu une prévision. Je pense que dans tout ça, puisqu'on parle de l'Europe, on a besoin d'une logistique prévisionnelle. On est tout à fait d'accord. On a besoin d'une logistique prévisionnelle. Alors après, bien sûr, ça peut être réparti différemment avec le poids des lenders ou des régions, etc. Mais peut-être que le premier acte politique de l'Europe face à une pandémie, savait-on au départ que c'était une pandémie ou pas? Peut-être que le premier acte de l'Europe, et c'est là où je parle de force, c'est que dans une condition telle extrême, c'est peut-être à l'Europe de montrer sa force et de dire on ferme toutes les frontières. Du continent européen. Peut-être il faut même considérer différemment le concept de la frontière, parce que le premier confinement, quand l'Allemagne unilatéralement avait fermé ses frontières, c'était un scandale. Et le scandale, pour moi, il se situait davantage sur le fait qu'on ne s'était pas concerté avec les partenaires européens. On les a mis devant le fait accompli, fermé.
je crois que si on avait décidé ensemble de faire la même chose, si on se rappelle le premier confinement en France, il y avait une interdiction de se déplacer entre les départements. Notre zone de confinement était les départements. C'est une frontière aussi, une frontière invisible, par exemple entre le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, et personne ne s'est excité sur cette règle-là. La même fermeture par rapport à l'Allemagne, et tout le monde a crié au scandale la fin de Schengen. Moi, je pense aujourd'hui, il faut effectivement avancer ensemble, essayer de mettre en œuvre des mesures en même temps harmonisées et partout en Europe. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les uns ouvrent, les autres ferment, les gens vont de là où c'est fermé, là où c'est ouvert, et il y a une suite permanente où on invalide d'un côté ce qu'on essaie de faire de l'autre. Rapidement, vous avez dit harmonisation. Ah oui. Harmonisation. Est-ce qu'on harmonise depuis le début? Non, mais rien du tout. Moi, je pense qu'il faut repartir. Il y a deux exemples. Hein. Je pense qu'il faut repartir à la genèse. Directive européenne. C'est une loi. Oui. Bon, pour tout le monde. Est-ce qu'une loi, et c'est là où l'Europe peut être repensée plus intelligemment, est-ce qu'une loi peut être appliquée pour 550 millions d'habitants qui ne vivent pas dans les mêmes conditions climatiques, topographiques, géographiques, et on va dire ça c'est bon pour tout le monde. Est-ce qu'une directive peut être appliquée pour quelqu'un qui vit à Stockholm, qui vit à Munich, qui vit à Athènes? Il y a des différences. L'Europe, ce n'est pas un pays, c'est une union de pays. Mais ce magnifique continent européen, du nord au sud, c'est pas pareil. Et climatiquement moi, déjà, moi géographiquement. Pour la pandémie, si. Parce que si on regarde bien l'évolution des chiffres depuis un an, on est dans tous les pays européens, n'importe lequel, au nord comme au sud, dans un zigzag permanent. On est d'accord, mais on n'a jamais expliqué la pandémie en Italie. On n'a jamais expliqué le cas italien. Que s'est-il passé en Italie? L'Italie, ça a été catastrophique. Ah oui. Que s'est-il passé? Je pense qu'il y a un moment, justement, quand on parle de ces fameux fonctionnaires européens, il faut renforcer l'Europe. C'est un petit peu difficile de le dire quand on est français, mais il faut peut-être remplacer aussi par ces députés, ces fonctionnaires européens, par des spécialistes. Je pense que la question européenne, elle est claire. Nous avons des administrations et des institutions européennes, je ne parle pas de la pandémie, on la met à part, où on n'a jamais intégré des scientifiques de sciences dures ou sciences molles, des ethnologues, des géographes, des historiens, des sociologues, des psychologues, voire même des psychanalystes. Avoir un vrai panel, avoir un nuancier où sont représentés un type on va dire, d'intellectuels, enfin de spécialistes ou d'experts, aujourd'hui le mot expert est à la mode, mais il y a tellement d'experts qu'on s'y perd, qui donnent un avis. Et l'avis sur la question donnée va permettre d'avoir une fédération, de fédérer des avis différents pour une conclusion. Je vous donne un exemple très simple. Avant la pandémie, il y a eu un drame, et ça on n'en a jamais parlé. 2008, la crise financière économique. La Grèce, qu'est-ce qu'on a fait de la Grèce? Tout le monde est tombé à bras raccourcis sur la Grèce. Tout le monde est tombé à bras raccourcis sur la Grèce. Avec la Troïka, avec le FMI, etc. Et les Grecs étaient les vilains, les méchants, les voleurs, les escrocs, etc., etc., etc. Ok, on en était là. Le problème, c'est que ça a duré tellement longtemps, c'est que les Grecs sont à genoux. Et quand la crise a commencé en Grèce, ça a été tellement grave. Vous vous souvenez, il y a eu des suicides de retraités. On a vu Manolis Glessos, le premier résistant européen, parce que c'était De Gaulle qui l'avait appelé le premier résistant européen, se faire taper par la police. On voyait des enfants dans les écoles qui tombaient en syncope parce qu'ils n'avaient pas à manger. La question grecque, c'est une vraie question européenne. Je vais vous dire, parce qu'après on peut tout expliquer par rapport à la Grèce. Il y a eu des problèmes de malversation financière en Grèce. C'est vrai. Dans les années 90, et c'est là où justement l'humain entre en jeu, dans les années 90, tous les citoyens grecs avaient sur eux 10 cartes de crédit ou de paiement. 10, parce qu'on avait un crédit pour le mariage, un crédit pour l'enterrement, un crédit pour les vacances, un crédit pour la grand-mère, etc. Il y avait une multiplication de crédits. On savait que ça allait craquer. C'était clair.
C'était clair, on savait que c'était le gouvernement Karamanlis. Oh, Le ministre des Finances grec n'est jamais monté au créneau en disant « mais qu'est-ce que c'est que cette affaire bancaire, on ne va pas s'en sortir ». Mais là, l'Union européenne, il n'y a pas eu un commissaire européen qui est intervenu en disant « eh oh, vous arrêtez les frais ». Voilà, le rôle de l'Union européenne aussi, c'est peut-être d'être aussi, au niveau de la Commission européenne, d'être un grand frère en disant « attends, il y a un truc qui ne va pas là, il faut que tu règles ça, parce que là, dans 10 ans, on aura un problème ». Effectivement, 10 ans plus tard, il y a eu un problème. Vous venez d'évoquer un sujet que je trouve très très épineux, qui illustre encore une fois des dysfonctionnements européens. C'est vrai, peut-être lors d'une prochaine vidéo, on va parler de tous les acquis européens. Ce n'est pas des dysfonctionnements, je pense. C'est la mainmise allemande sur l'Union européenne. Il n'y a pas que ça. Pendant 10 ans, il n'y a pas que ça. Depuis 2008, pendant 10 ans, différents organismes, les FMI, l'Union européenne, ont versé 210 milliards d'euros à la Grèce. De ces 210 milliards d'euros versés, combien sont entrés dans le budget grec? 9 milliards, sur 210 milliards. Oui. Donc, moins d'1 milliard d'euros par an. C'est insuffisant pour opérer des changements structurels au pays. Et cet argent, il est passé où? Il est passé, d'une part, pour le remboursement des crédits, et surtout dans les intérêts qu'ont encaissés des banques, principalement allemandes, mais aussi françaises et internationales. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'a fait cette belle Europe avec la Grèce? On leur a donné des crédits avec lesquels ils étaient en partie obligés d'acheter des sous-marins. Vous êtes grand spécialiste de la défense. Pendant ces 10 ans, la Grèce a acheté 9 sous-marins à l'Allemagne. Allemand, oui. Pourquoi? Mais c'est là qu'on a failli, parce que les crédits, d'ailleurs, je me suis renseigné là-dessus, ont été attribués en partie pour des taux d'intérêt de 28%. Oui. Vous me prêtez 100 euros, vous me demandez de vous rembourser 128 euros, alors, vous allez en prison parce que c'est interdit. Est-ce que la question n'est pas un manque de connaissances? 6, 12, 15, etc. et 27, 28 États membres. Je reviens à mon propos de la directive européenne. C'est évident que la Suède ne fonctionne pas comme l'Espagne. C'est évident que le Royaume-Uni ne fonctionne pas comme l'Italie, et qui plus est, le 1er mai 2004, 10 États d'un coup, paf, 10 d'un coup, comme au poker, allez hop, 10 d'un coup, 10 États d'un coup. Et après, sont arrivés la Bulgarie, la Roumanie, la Croatie, etc. Est-ce qu'on prend en compte les pays? Parce qu'un pays, ça veut dire une histoire, ça veut dire une géographie, ça veut dire des us, des coutumes, des traditions, ça veut dire des hommes et des femmes, des enfants qui y vivent. Est-ce que l'on prend en compte le pays? C'est ça, c'est pas l'État membre, c'est le pays. La pandémie, c'est un très bon exemple. Mais souvenez-vous qu'il y a un an de cela, on a retoqué les négociations pour l'entrée de l'Albanie. Attendez, les élargissements n'ont-ils pas été trop rapides? C'est là où il faut se poser la question. Évidemment. On a 27 lors de la dernière vague. La Grèce est un bon exemple. Quand la Grèce est rentrée, je me rappelle d'une interview qu'on avait menée avec Otto Graf Lambsdorff, qui disait « mais on est parfaitement conscient que la Grèce ne correspond en rien aux critères d'adhésion, mais c'est une décision politique avant que toute cette région autour de la Méditerranée, justement à proximité de la Turquie, n'ait déraillé ». Donc, on a accepté des nouveaux membres dont on savait qu'ils ne correspondaient pas, économiquement parlant, aux exigences. Ça, c'était pour l'entrée de l'euro. Oui, c'était avant l'euro. Ça, c'était pour l'euro. Oui. Non, mais je pense que on est face à une eau minérale européenne qui n'a pas d'odeur, pas de saveur et pas de goût. Et je suis désolé, les pays, ils ont un goût. Nous avons eu une Europe catholico-protestante. Le nord protestant, le sud catholique. On en était là. Bon. Mais ça, c'est à prendre en compte. On est peut-être un pays laïque, mais la religion, c'est à prendre en compte. Et surtout, en ce moment, on en parle beaucoup. Quand les pays orthodoxes sont entrés dans l'Union européenne, il fallait aussi prendre en compte que ce sont des pays orthodoxes. La Grèce, la Bulgarie, la Roumanie. Bon. On fait entrer la Croatie. 2013, si je me souviens bien, la Croatie, voisine de la Slovénie, qui est entrée en 2010. Mais qu'est-ce qu'il y a autour? L'Italie, ça va. En haut, l'Autriche, ça va. Mais après, vous avez la Serbie, vous avez la Bosnie-Herzégovine, vous avez le Monténégro, le Kosovo, les fameux Balkans, l'homme malade de l'Europe. L'homme malade de l'Europe. Depuis toujours. Bon, que fait-on?
Parce qu'on ne tient pas compte des économies locales, on ne tient pas compte des religions, on ne tient pas compte des civilisations. Il faut une application du système européen. C'est le fameux acquis communautaire. C'est combien de pages aujourd'hui l'acquis communautaire? C'est 10 000 pages peut-être, l'acquis communautaire? Oui, Quand un État veut entrer dans l'Union européenne, crac, il met tous ses juristes, etc. sur le coup, et il faut digérer l'acquis communautaire. Il faut le digérer. Donc, c'est un boulot monstrueux. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est utile? Moi, je pense, tant qu'on reste bloqué sur le sacro-saint principe de l'unanimité, chaque nouvelle adhésion rend une efficacité européenne encore plus impossible. Et je reviens un peu aussi sur ma critique par rapport à l'Allemagne. Il devient quasiment impossible de faire quoi que ce soit au niveau européen sans l'aval de l'Allemagne. Et moi, personnellement, je me permets de le dire en étant allemand, ouais. moi, ça me dérange. Le week-end, la Cour constitutionnelle a interdit au président allemand de signer la loi qui a instauré la participation allemande au fonds de relance européen de 750 milliards d'euros. Donc du coup, c'est l'Allemagne qui bloque ce fonds de solidarité qui est extrêmement important, qui est le fonds qui risque de sauver les économies, surtout dans les États membres les plus faibles. Et du coup, c'est une cour allemande qui bloque une approche européenne. Et là, je suis désolé de le dire, mais il y a des dysfonctionnements qui deviennent de plus en plus flagrants. Ma position, elle est très claire. Il ne faut pas abolir pour autant l'Europe, il ne faut pas suivre l'exemple britannique, mais il faut réformer d'urgence cette Europe, il faut la rendre plus fédérale, il faut lui permettre de prendre des décisions à la majorité qualifiée, il faut sortir de cette perspective de l'unanimité. Il faut la réadapter. Parce que vous savez, quand on dit réformer en France, ça veut dire qu'on met à la poubelle. Hein. Quand on réforme une arme, ça veut dire qu'elle est plus bonne à rien. Non, je pense qu'il faut réadapter, mais pourquoi l'Allemagne? Parce que l'Allemagne, d'abord, l'Allemagne rassure les marchés internationaux, les marchés financiers. L'Allemagne rassure une partie des États membres, hein, c'est-à-dire les Pays-Bas, les pays scandinaves, l'Allemagne rassure, et puis les pays d'Europe centrale. Surtout là-bas, oui. Bon, les pays d'Europe centrale. Il ne faut jamais oublier ce qui s'est passé avec Volkswagen en République tchèque, etc., quand il s'agissait de prendre Skoda, etc. Non, mais l'Allemagne rassure. Mais je pense qu'au niveau européen, ce qu'il manque, alors il y a toujours le fameux, en français on dit couple franco-allemand, mais en allemand on dit le partenariat franco-allemand. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas un couple, ça n'a strictement rien à voir. Je pense aussi que le problème, c'est que ce sont des États qui sont quelque part livrés à eux-mêmes face à la puissance européenne. Pourquoi on n'aurait pas une union franco-italienne? Tout d'un coup, Paris dit à Rome, on va essayer de travailler ensemble, on va essayer de faire des choses et d'avancer. On va essayer. Ça peut être. On n'a jamais vu, de la part des chefs d'État et de gouvernement, dire au Conseil, écoutez, moi j'ai envie de travailler avec X ou Y. On a le triangle de Weimar, par exemple. Là, ils travaillent ensemble. Mais les grands États membres ont-ils eu l'idée à un moment d'avoir une politique différente? Je vous interromps, José Manuel, parce que le triangle de Weimar, c'est une très belle communication politique, mais il ne faut pas oublier que la Pologne fait partie des États de Visegrad, oui, qui sont en train de saboter quasiment toutes les actions européennes qui ne leur apportent pas à eux-mêmes de l'argent. Donc civilisation. Accueil de réfugiés, etc. etc. Donc civilisation. Problème avec l'état de droit, etc. Mais bon, on va peut-être terminer sur un autre sujet qui nous concerne beaucoup ici à Strasbourg. Et on est toujours dans les dysfonctionnements. On constate que depuis plus d'un an, il n'y a plus de séances plénières du Parlement européen à Strasbourg. J'ai interrogé une eurodéputée belge qui s'appelle Maria Arena, qui, dans l'émission Dimanche en politique, avait le culot de dire que les séances avaient lieu à Bruxelles pour protéger la santé des Strasbourgeois. Bon, ça fait plaisir au moins. Il faut quand même savoir qu'à Bruxelles, depuis le début de la crise, quasiment tous les mois, Bruxelles présente un taux d'incidence 2 fois supérieur à celui de Strasbourg. Alors, vous avez vu où se trouve le Parlement à Bruxelles quand même. Oui, bien sûr. Par rapport au Parlement de Strasbourg qui est très aéré, le Parlement de Bruxelles est dans Bruxelles. On peut se balader autour et tout. Mais je pense qu'on assiste actuellement à une sorte de mainmise bruxelloise sur le Parlement. D'ailleurs, Mme Arena avait même, quand elle a vu que son argument sur la santé des Strasbourgeois ne prenait pas vraiment, et ouais, mais vous savez, en plus, il y avait des votes pro-bruxellois.
qui n'ont aucune valeur sur rien du tout. Et là, je dis, si le Bundestag, du coup, décide de faire ses séances plénières plutôt à Sylt, parce que le programme est plus sympathique au bord de la mer, on en rigolerait. Là, c'est des députés qui disent on ne veut plus être dans l'endroit où on est. Ça ne va pas tout ça. Mais c'est quoi cette histoire du siège? Que dit le traité? Le siège du Parlement est à Strasbourg. On ne va pas refaire un traité. Ben non. Bon, c'est très clair, on ne va pas refaire un traité. La vraie question, pour moi, c'est la position. Enfin, la vraie question, d'abord, c'est un grand silence des députés français, des eurodéputés français. C'est l'intérêt de la France, quand même, d'avoir le Parlement européen à Strasbourg, puisqu'il est dit que Strasbourg est la capitale européenne de la démocratie. C'est quand même le rôle des eurodéputés français, et peut-être des députés français et des sénateurs français, de taper un petit peu du poing sur la table, en disant, écoutez, le traité, il faut le respecter. Avons-nous des eurodéputés qui sont prêts à mener ce combat d'intérêt français? Parce que c'est un combat d'intérêt français, puisque dans le traité, c'est marqué Strasbourg. Pourquoi on ignore aujourd'hui Strasbourg? Pourquoi on préfère Bruxelles? Vous l'avez dit, les lobbies, les cabinets de lobby. 30 000 à Bruxelles. Les plaideurs et les influenceurs. Il y a peut-être aussi, vous savez, quand on se promène dans Strasbourg, et c'est bien de se promener à Strasbourg, on a, combien avez-vous à Strasbourg de consulats? 62 à peu près? Ah oui, c'est une ville diplomatique. 62 consulats, les représentations diplomatiques des États membres du Conseil de l'Europe, etc. Nombre d'associations et de fédérations européennes sont à Strasbourg. Peut-être. Ça serait peut-être bien de dire aux plaideurs, c'est-à-dire aux cabinets de lobby, venez vous installer à Strasbourg. Moi, je trouve très bien que les lobbyistes soient à Bruxelles, parce que pour moi, l'Europe des citoyens se situe à Strasbourg. C'est Strasbourg, mais venez voir Strasbourg. Mais attendez, Karl Littmann, on est d'accord tous les deux pour le Parlement de Strasbourg, on ne va pas revenir dessus. Oui. Bon, vous parlez de, vous savez, les cabinets de lobby en français officiel, on appelle ça les plaideurs, parce qu'il y a des plaidoyers. Qui a décidé en France ou en Alsace de faire appel à des lobbyistes? Parce que c'est une question de lobby aussi. Oui, mais vous savez, moi, le respect du traité, c'est aussi une question de lobby. Il ne faut pas faire venir les lobbyistes à Strasbourg. Il faut garder Strasbourg le plus libre possible des lobbyistes. Parce qu'une Europe aussi... Attendez, je dis pas ça, je dis pourquoi ne pas faire appel à un cabinet de lobbyistes pour plaider la cause de Strasbourg? Ben oui, pour plaider la cause de Strasbourg. Ça serait le comble. On va en discuter la prochaine fois. Je vois qu'on dépasse allègrement le cadre imparti. Bon. La prochaine fois, on va parler de la situation en Irlande du Nord. On va parler de la situation qui aura évolué d'ici là entre l'Ukraine et la Russie, la position de Bruxelles, malheureusement de Bruxelles, sur ces questions-là. Et je pense que d'ici qu'on puisse faire toute une vidéo sur ce qui fonctionne super bien en Europe, il faudra attendre encore quelques semaines et quelques mois. Pour l'instant, c'est plutôt des choses La première chose qui fonctionne très bien, c'est Erasmus. Et ça, c'est incontestable. On est tout à fait d'accord. Donc ça veut dire que quand on veut, on peut. Oui, mais il y a plein d'exemples comme Erasmus, mais malheureusement, ils ne sont pas mis en exergue. Et actuellement, avec tous les sujets brûlants, on aimerait beaucoup plus avoir davantage d'Europe que... C'est la raison pour laquelle il faut défendre Erasmus. Toujours. On est d'accord. Allez, à la prochaine. Merci, Kai. Merci beaucoup.